Bonjour à, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter Philippe Della Monica, qui est pour moi une personne qui m'a initié dans mon cheminement naturopathique à une pierre angulaire de la compréhension de cette discipline qui est le monde vitaliste et qui est également un terme très barbare, mais on va le reprendre tout à l'heure, l'anthroposophie et la compréhension euh, qui va au-delà juste de l'aspect santé, de la synthèse qu'on a l'habitude de voir en naturopathie. Voilà, je vais laisser du coup Philippe un peu se présenter. Bonjour, bon, c'est Jean-Philippe, mais c'est pas grave. Philippe, oui, pardon. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je me présente. Moi, c'est Jean-Philippe Delamonica. Je suis naturopathe depuis. En fait, je suis tombé dedans très très jeune parce que à l'âge de 21 ans, j'ai eu une prise de conscience qui m'a amené à me poser des questions sur le sens de la vie et de mon rôle sur Terre. Et j'ai découvert la naturopathie. À l'époque, j'y connaissais rien du tout. Je dis souvent à mes élèves, parce que François, on se connaît via l'école de naturo, hein, où tu as fait tes études, où je donne des cours. Moi, je suis parti de très, très loin, hein. Je suis parti de très, très loin avec juste la foi et la conviction que c'était ça que je voulais faire, que j'avais envie de consacrer ma vie à ça. Et j'ai fait donc mes études de 95 à 99, en 4 années, en prenant mon temps, en lisant beaucoup. Voilà, j'étais beaucoup dans le contact de la nature à l'époque, même encore toujours aussi, mais je veux dire, j'ai étudié, tu vois, j'allais lire mes livres, mes cours en pleine nature. Je pratiquais quotidiennement kung-fu, tai chi, qigong. Donc, courir tous les matins dans la forêt, marcher pieds nus, connexion aux arbres. Et voilà, donc j'étais vraiment dans cette notion, tu vois, de vivre les choses intérieurement. Et ça m'a jamais quitté. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, dans mon parcours de vie, j'ai toujours cherché à essayer d'incarner dans mon quotidien, en fait, cet idéal qui est de vivre en harmonie, en fait, avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Pour Voilà. moi, du coup, Jean-Philippe, c'est le naturopathe qui a su marier ses convictions et sa pratique. C'est-à-dire que moi, je suis, comme il dit avec humour, le naturopathe des villes, c'est-à-dire que je suis encore dans mon processus initiatique de comprendre un petit peu le truc, mais ne pas vivre finalement à la hauteur de mes principes. Et du coup, Jean-Philippe a passé le pas et vit totalement en harmonie dans son environnement, dans sa forêt et dans ce cadre de vie qui est finalement idéal. Parce que quand je reprends la définition que je mets tout le temps en avant dans mes consultations, que la naturopathie est un enseignement replaçant l'individu au centre de ses besoins physiologiques et Mmh. naturels, définition très simple, Jean-Philippe le vit totalement. Et en plus de ça, l'enseigne. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'étais en région parisienne, hein. J'ai grandi dans le 91 à Brunoy exactement et j'avais conscience que la ville, et Marcheseau le disait, la ville n'est pas telle qu'elle est conçue aujourd'hui, et ça pourrait être différent, mais en tout cas dans l'état actuel, et encore plus maintenant, n'est pas un endroit où l'être humain peut s'épanouir, peut respirer la santé. C'est cette fameuse cure de stabilisation dont on parle peu, hein, en naturopathie, en fait, hein. Si tu regardes, on ne parle que de la détox et de la revitalisation, qui devraient être des cures, en fait, temporaires, pour jusqu'à ce qu'on aille à un mode de vie qui soit harmonieux. Alors ça veut dire quoi un mode de vie harmonieux? Ça veut dire déjà, pour moi, forcément vivre dans un environnement naturel, proche de la nature, où on peut observer la course du soleil, la course des étoiles, qu'on peut comprendre ce que c'est que les cycles lunaires, tu vois? Se lever le matin, de pouvoir aller cueillir ses légumes, cultiver son potager. Pour moi, naturopathie et permaculture, c'est vraiment, indissociable, tu vois? J'ai mis du temps à m'y mettre, et à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est évident, le permaculteur est un naturopathe de la terre», et en fait, il y a une proximité dans les raisonnements qu'on a en naturo et qu'on a en permaculture, et pour moi, le naturopathe doit devenir aussi un permaculteur, clairement. Cultiver ses plantes médicinales, préparer ses, tu vois, ses infusions, et cetera, et mon idée, ça a été de me dire: «OK», pendant longtemps, je me suis occupé des humains, et j'ai vraiment pris conscience à un moment donné qu'il y avait un problème, qu'il fallait qu'on recrée, tu sais, la notion d'oasis en tout lieu de Pierre Rabhi. Et à un moment donné, je me suis dit: «OK, je vais franchir le pas, je vais prendre un petit terrain». Bon, j'ai trouvé quand même un terrain de 3 hectares, c'est pas mal, sur lequel je m'essaie à la permaculture, je plante des arbres, je relance la biodiversité, je crée des niches écologiques. Donc j'ai déjà donné une primauté, si tu veux, au monde de la nature, et après ça permet d'accueillir des humains qui viennent ici, et là, il y a les forces de la nature qui vont travailler. C'est-à-dire que dans le petit écocentre que j'ai créé, les gens qui viennent, quand je les observe,
j'ai même pas besoin de leur parler, de faire des grands discours, tu vois, sur la spiritualité, sur l'énergétique. Non, ils ressentent les choses. Ils le vivent dans leur tripes. Voilà et donc aujourd'hui, je suis engagé dans cette démarche. Bon, je peux plus faire marche arrière, hein. Je suis, complètement dedans. Ça fait, quoi? Ça va faire 3 ans et demi que je suis pas remonté à Paris, tu vois? Les grandes villes, je peux plus, en fait. Quand j'hallucine quand je vois comment c'est les villes, comment les gens se comportent, tu vois? En fait, si tu veux, c'est comme une cure de désintox de la civilisation moderne. Voilà. Pour faire une petite aparté, ce qu'on a cité Marchesso, et je le cite souvent, et Jean-Philippe aussi, et comme moi, pense la même opinion. Euh, Pierre-Valentin Marchesso est le pionnier en France qui a amené cette synthèse de la naturopathie et cette profondeur derrière cette synthèse qui est très très peu abordée finalement en naturopathie. Il y a également un autre auteur beaucoup moins connu, Matteo Tavera, qui est également permaculteur et naturopathe et qui a montré justement les propriétés électromagnétiques et le rôle électromagnétique des plantes dans leur environnement et a fait un parallèle avec l'homme. Donc, je fais une petite aparté simple. Si je prends une plante et que je la mets dans une cage de Faraday et que je lui laisse la lumière et l'eau, mais qu'elle soit coupée de son environnement magnétique et électrique, Mmh. eh ben, elle meurt. Et Tavera fait un parallèle justement avec nos villes et avec notre environnement, coupé de cet environnement Mmh. euh, lié à la terre et aux plantes. Mmh. Pour revenir à Marchesso, Marchesso est vraiment le pionnier. Si vous, les naturopathes qui ne connaissent pas Marchesso, est-ce que ce sont vraiment des naturopathes? Désolé d'être extrémiste dans ma manière d'être. Il Si, a, mais tu peux, hein, tu peux. il a tout Tu peux. inventé et encore de ça, comme m'a enseigné d'ailleurs Jean-Philippe, Marchesso, il faut le lire, le relire et le relire parce que la compréhension est différente à chaque fois que Mmh. votre expérience avance. Et quand on me demande que ce que je dois lire, je dis toujours livrer 1, 2, 3, 4 de Marchesso et les relire à tour de bras. Mmh. Mmh mh. On peut faire un parallèle, François, avec le sport. Ouais, Bon, j'ai fait dans ma vie du basket, j'ai fait, bon, de la planche et du windsurf, du catamaran, beaucoup et puis, aussi des sports de combat et en fait, dans tous ces sports, on travaille toujours les éducatifs. Tu vois? Quel que soit le sport, tu reviens aux bases et voilà, tu fais de la muscu, tu reviens à tes éducatifs, tu vois? Et en fait, c'est les bases et en naturo, c'est pareil. C'est-à-dire que les bases, c'est again and again and again and again. C'est pas: «J'ai eu un cours, je l'ai étudié, j'ai passé mon examen, j'ai eu ma note, j'ai eu mon certificat et next, j'oublie». Non, il faut y revenir, y revenir, revenir. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, la compréhension qu'on en a, elle s'affûte. Tu vois? C'est comme un muscle, tu vois un sportif qui s'affûte, hein? Et ben, c'est exactement pareil au niveau de la pensée, au niveau de la conscience. La conscience et la pensée s'affûtent. C'est pour ça que là, moi, par exemple, aujourd'hui, ben, je suis en train de relire ce que j'appelle mes livres mythes fondateurs. Donc, le premier livre qui m'a éveillé, c'est c'est La nature qui a raison de Maurice Mességuet. d'accord, mais je ne le connais pas, ceci, faut que je note. Un très grand monsieur. Et le second, c'est un livre qui est juste exceptionnel, qui s'appelle Le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Berger, Ok, qui donc, te fait exploser toutes tes représentations psychiques et mentales. Et ben, ces livres, je les reprends, tu vois? En fait, ça fait un grand cycle et c'est vrai que c'est important de revenir sur ces fondamentaux parce qu'avec le temps, tu les vois plus pareil, tu entends plus les choses de la même manière. Tu vois, tu as quelque chose qui s'affine, qui s'affûte et tu dis: «Ah mais oui». Là, actuellement, je suis en train de me repencher sur, le docteur Bach. Je passionnant. l'avais lu à l'époque pendant mes études de naturo, mais là, je le ressens avec une profondeur complètement différente, tu vois? Et c'est ça qui est merveilleux dans nos domaines, c'est qu'il y a une profondeur à mon sens, qui est liée au sens initiatique des choses. C'est-à-dire que derrière ces connaissances, derrière ces apparences, ces apparentes techniques, se cache, sous-jacent, une connaissance bien plus profonde. Alors, il y a un mot grossier qui est l'ésotérisme, hein, ou la spiritualité pour beaucoup, «Ouh là là!» Mais la réalité, c'est que, n'en déplaise aux naturopathes matérialistes et aux zététistes, je sais pas là, ces gens-là qui remettent tout en question, qui doutent de tout. Oui, il y a une connaissance profonde, source de l'humanité, que l'on retrouve de manière transversale dans toutes les traditions, tu vois? Et qui est éternelle. Et cette connaissance, en fait, c'est le reflet des lois de la nature. C'est qu'en fait, la nature nous enseigne. Moi, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps dans la nature à être enseigné par la nature, tu vois? En observant les plantes, en observant les insectes
Et en fait, il y a une véritable philosophie. Tu vois, je te donne juste un exemple. Je m'emballe un petit peu, mais Ah, tant pis, tu me connais. Qu'est-ce que nous enseignent nos cellules? qu'est-ce que nous enseignent nos cellules? Ouais. Elles nous enseignent un petit peu ce qui peut se reproduire à différents plans au niveau des échanges, que ce soit notre plan là ou le plan des étoiles. Je vais faire, enfin, j'ai encore une démarche un peu bizarre, mais ce qui se passe au niveau du ciel, des étoiles, ces petits points, ces échanges, cette lumière, je ne sais pas, je veux dire, il y a quand même une loi des comme ça. On peut faire une analogie entre nos cellules et les galaxies. Après tout, l'infiniment grand, l'infiniment petit, est-ce que chacune de nos cellules ne serait pas en résonance avec un univers, une galaxie? En fait, ce que nous enseignent nos cellules, et ça, je l'ai compris à travers l'énergétique chinoise, c'est qu'en fait, l'intelligence de notre corps fonctionne sur une loi d'amour, sagesse, de fraternité, sur des lois spirituelles. Le but de nos cellules, c'est que l'ensemble fonctionne bien. Tu vois, il y a une solidarité. D'accord? Et si à un moment donné, par exemple, allez, on va dire, on se fait une grosse bouffe et on boit, bon, allez, des bonnes bouteilles de vin, hein. Tu vois, moi, j'adore le Bordeaux, hein, on se met bien, comme on dit. Notre foie, il va trinquer. Donc, notre foie, il va travailler plus, mais c'est toutes les cellules de notre corps qui vont l'aider. Donc, il y a une solidarité cellulaire, tu vois, une entraide. Et quand il y a un organe qui est surmené, tous les autres essaient de compenser, de l'aider, tu vois. On voit ça bien dans la boucle d'engendrement de compensation en médecine chinoise avec la loi des 5 éléments. Donc, en fait, nos cellules ont leur propre niveau de conscience et fonctionnent sur un principe d'amour, en fait, tu vois. Regarde comme elles nous aiment. Tu imagines tout ce qu'on leur fait subir quand même quand on ne connaît pas la naturo. Comment on maltraite notre corps, en fait. Comment les gens maltraitent leur corps. C'est hallucinant. Et elles continuent à nous aimer de manière inconditionnelle, tu vois. Absolument. C'est un truc de fou. C'est l'approche Et tu vois, aussi finalement de notre voilà. planète. Voilà. Et en fait, la spiritualité, ce qu'on appelle la science initiatique, c'est ni plus ni moins que la transposition de ces lois naturelles qui sont en nous, mais conscientisées. Tu vois. Et, Euh, et d'ailleurs, attends, je fais une petite aparté. Si on prend finalement l'étymologie du mot ésotérique, ça veut dire qu'il se transmet seulement à des adeptes qualifiés, donc qui est hum, finalement entendable par des gens qui ont suffisamment de curiosité et d'ouverture d'esprit pour hum. avoir les clés et l'envisager et après l'expérimenter. Mais complètement, parce que tu vois, enfin, je le vois bien, il y a des, tu sais, il y a deux proverbes que j'aime bien, c'est on ne donne pas de perles au cochon, et le sage montre la lune du doigt et il regarde le doigt. Et l'idiot regarde le doigt, pardon. Je regarde Et je le le vois bien à travers la façon dont je transmets. Tu vois, par exemple, lorsque je fais des stages, là, donc je fais des stages ici en présentiel de réflexologie plantaire, où c'est l'occasion de transmettre plein de choses. Et je vois l'excellent. bien que Allez-y. certaines personnes captent, entendent, et d'autres pas du tout. C'est pas grave. Il y a de la nourriture pour tout le monde, tu vois. Donc oui, c'est un peu qui est prêt à entendre, en fait, tu vois. Et il n'y a pas de jugement à valeur sur celui qui n'est pas prêt à entendre. Par contre, ce qui est gênant, c'est les gens qui sont dans une pensée purement matérialiste et pour eux, ça n'existe pas, donc ils ne cherchent pas à comprendre. Ils se disent pas: «Tiens, il y a peut-être une autre réalité», voilà. Bon, c'est dommage, mais en même temps, ça correspond à leur niveau de conscience, donc on ne peut pas leur en vouloir. Et finalement, si on devrait faire un parallèle, cette conscientisation et cette manière de Mmh. comprendre les choses est maintenant rejoint finalement par cet esprit cartésien et par la science. Pour donner un exemple concret, sur PubMed, maintenant on prouve scientifiquement que embrasser des arbres, marcher pieds nus, Mmh. on capte en fait des ions H, Mmh. des ions H- finalement et on se Mmh. négative, alors que les naturaux le savent depuis une Mmh. éternité. Et pour revenir sur tout à l'heure, ton exemple de sportif, David Douillet, 8 fois champion du monde, a été champion du monde uniquement en répétant ses basiques. C'est basique comme répéterait un judoka de première année. Mmh. Et la difficulté en naturopathie, avec les laboratoires, les formations et autres, c'est de ne pas s'éloigner de ces basiques, finalement, Complètement. et de Mmh. devenir, ce que j'aime dire, un monstre de basique. Un bon naturopathe est un monstre Ouais, de basique, tout à et fait. pas, et pas un spécialiste. Mmh. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une, comment tu as dit plein de choses là qui m'ont donné envie de rebondir. Hem, le problème, c'est l'intellectualisation, en fait. C'est l'appropriation du cerveau gauche. Tu vois, en fait, c'est rigolo, ces scientifiques qui, passent énormément de temps à redécouvrir des choses que les anciens ont découvert de manière intuitive. Et c'est là où il y a un problème, c'est que le gars, il y en a qui le font, hein, il y en a qui font le chemin.
Le gars honnête devrait se dire, OK, attends, moi j'ai fait X années d'études, X années de recherche pour arriver à telle conclusion. Et des chamans ou des gens qui ont juste par l'intuition, ont réussi à trouver la même chose. C'est qu'en fait, il y a 2 chemins d'accès de la connaissance. Il y a le chemin de la séparativité, tu vois? Par l'intellect, par les yeux, par la raison et on a donné une primauté à ce côté-là, tu vois? Et il y a le côté cerveau droit, par l'intuition, le ressenti, où on accède aussi à la réalité. Mais on va même bien plus loin parce que, comment dire? Heu, ouais, on capte les choses, tu vois? Mon père, il me dit souvent: «La science infuse n'existe pas». Mais si, en fait. On peut se connecter et par un travail intérieur, par un état intérieur, par un travail sur soi-même et c'est 2 chemins de la connaissance. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, c'est tous ces gens, tu vois, qui sont dans l'intellect pour aller essayer de comprendre le monde, ils perdent énormément de temps et c'est rigolo parce qu'ils sont tout fiers d'avoir démontré. Il faut démontrer que. Mais est-ce qu'il y a besoin de démontrer qu'on est en vie, tu vois? Est-ce qu'on a besoin de démontrer qu'on aime? Comment tu démontres que tu aimes? C'est indémontrable, tu vois? Non, c'est indémontrable. Donc voilà, c'est un peu ça ma démarche, tu vois? C'est d'essayer de se connecter et de transmettre aussi cette sensibilité et cette connexion. Parce qu'en réalité, en fait, on est dans un monde qui est dans l'unité, tu vois? L'unité du vivant. On parle souvent de l'unité du vivant. On a en fait l'illusion de la séparativité par notre intellect, qui nous divise, tu vois? C'est Diablos qui divise. Mais en réalité, on est unis. On est unis. Imagine-toi que les molécules d'hydrogène qui sont dans l'eau de ton corps sont apparus, si on prend la théorie du Big Bang, à la 7e seconde de l'univers. C'est un truc de fou. On est des poussières d'étoiles et ce qui est fabuleux, c'est quand tu vois ces physiciens quantiques, tous ces gens, tu vois, qui sont branchés. Souvent, c'est les physiciens, les astrophysiciens qui démontrent l'approche spirituelle de la matière, comme les frères Bogdanov, par exemple, qui sont loin d'être des rigolos, hein. Eux, ils en sont à nous démontrer ce qu'on appelle le schéma de transcendance. Moi, j'ai basé toute ma démarche là-dessus, hein, conscience, information, énergie, matière. La conscience se densifie en information, qui se densifie en énergie, qui se densifie en matière. C'est ce que Marchesso, tu sais, quand il parle des spiritons, il Je pense parle que au c'est début, il y a les exactement ça. spiritons, hein, après il y a les c'est quoi qu'il dit? Il y a les psychons, Tu vois, les il y a les psy biotons et les électrons et ça, tu le retrouves dans toutes les traditions. L'Ayurveda, c'est ce qu'ils décrivent, en fait et nous sommes une interaction de matière, d'information, d'énergie habité par une conscience. Et tu vois, si tu relis bien Marchesso, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur Facebook dessus, et je crois que c'est vraiment d'actualité. C'est que la question fondamentale, elle est d'ordre existentiel. C'est qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? et cette approche justement à la Marchesso qui est, novatrice, qu'il a pris sûrement d'autres personnes avant lui, mais j'ai pas les noms. Cette approche de la cosmogonie, je sais pas si c'est le bon terme, Ouais, avec si, si, ouais. justement toutes ces différentes en fait, alors pas les photons, mais, les psychons, ce qu'on a dit les biotons et autres. Ouais, ce schéma de transcendance, ouais. Ouais. Schéma de transcendance finalement est extrêmement logique et en fait cette approche vitaliste va vraiment au-delà du simple être humain et plus dans une compréhension globale de l'univers Mm. qui englobe d'autres plans et qui forcément demande à sortir de ce que l'on connaît finalement et essayer de s'imaginer, de prendre du recul, de la hauteur. Mm, Et mm. son modèle, je le relis régulièrement et plus je le relis, plus je me dis waouh, on en reviendra. On reviendra à ça comme on reviendra au Mm, vitalisme, par exemple, que la mm, science pour l'instant a délaissé mm. totalement. Je suis Complètement. extrêmement fan. Je trouve que c'est un novateur et je trouve Mm, que nos anciens qui ont écrit plein de livres, surtout au 18e, 19e siècle, mm. étaient loin d'être cons. Ils avaient compris beaucoup plus de choses que nous. Et quand je Ouais. relis leurs livres, c'est loin des livres de la FNAC hein, actuellement de la santé qui Mm, sont faits pour les Marseillais sur M6. mm. Quoi. Rien à Ouais. voir. Ouais. Bah, c'est-à-dire que, moi tu vois, je fais un gros travail là de retour aux sources, j'ai envie de dire de pèlerinage aux sources, pour pas paraphraser Lanza del Vasto sur l'un de ses livres, qui d'ailleurs que je t'invite à lire. Tu connais Lanza del Vasto? Ah, mais il faut que je note tout ça. Je vais tout noter. Ah, note Lanza del Vasto, c'est vraiment, une grande pointure de la spiritualité occidentale chrétienne, avec des textes magnifiques et en fait, on est dans un système, sociétal qui a été, on dirait influencé, perverti par, comment dire? L'interprétation des travaux de Freud qui ont été récupérés par son beau-frère,
qui s'est servi des connaissances donc, sur l'inconscient de l'être humain pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing, on dirait aujourd'hui les neurosciences, etc. Et il faut bien comprendre que le monde occidental, depuis les années 20, donc toi, ça fait 100 ans, a été complètement déformé par une entreprise liée à la communication, la publicité, le marketing, aujourd'hui on dirait les neurosciences, etc., qui est basée en fait sur la connaissance de notre nature inférieure. C'est-à-dire que c'est la connaissance, l'être humain est composé de 2 types de nature. On a une nature inférieure, égotique, et une nature supérieure d'ordre spirituel. Et toute notre civilisation occidentale depuis près de 100 ans a été orientée sur la satisfaction de nos besoins de notre nature inférieure. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà, on est le 15 décembre 2020. Ce que l'on vit, cette folie que l'on vit depuis presque 3 ans, n'est ni plus ni moins pour moi, tu vois, que le fruit d'une orientation matérialiste visant à satisfaire les besoins égotiques de l'être humain depuis près de 100 ans. Et la naturopathie n'en a pas échappé. C'est-à-dire que la naturopathie, à la base, enfin, le but, c'était que ça soit un contre-courant. Et ce fut le cas tant que Marcheseau tenait la baraque. Après, il y a l'école d'Argère avec Philippe et Chantal qui ont tenu le cap, mais les pauvres, ils étaient tout seuls. Et en face, ils avaient un rouleau compresseur. Et à côté, il y a eu tout un mouvement, en fait, pour faire, soi-disant, évoluer la naturopathie, la rendre bankable, la Ok. rendre socialement et médiatiquement, tu vois, compatible. Et puis, ben forcément, il y a eu un essor. Mais quel Fréquentable. essor, hein? Fréquentable. Fréquentable, hein, pour qu'on soit plus sectaire. Moi, je me souviens quand j'étais en formation, le grand danger, c'était qu'on soit classé comme secte. Oh là là, infréquentable. Et en fait, si tu veux, il y a eu une forme dans les années 2000 de renoncement à ce cœur nucléaire, tu vois, à cette connaissance, ce qui a permis un développement en apparence. Sauf que dans la profondeur, il y a une âme qui a été perdue. Et aujourd'hui, franchement, quand je te vois, tu vois, je te le dis vraiment, je te dis ça avec une certaine émotion. Tu vois, je vais pas dire que j'ai pas envie de chialer, mais ouais, j'ai les larmes aux yeux en fait quand je te vois, parce que je me dis putain, ça va, il y a une relève, Il y a une relève. il y a une relève. Et il y Et en a vraiment, plus. il y en a plein et moi je vous remercie tous parce que vous êtes des jeunes. Tu vois, moi j'ai 48 balais maintenant. Tu vois, j'ai une partie de ma vie qui est calée. J'ai bourlingué, j'ai fait plein de trucs. Et quand je vous vois, je me dis chapeau quoi, parce que vous êtes nés vous êtes des numériques que je sais plus comment on dit là, des natifs digitales, tu vois. Vous êtes nés dans la matrice. Moi, je suis pas né je suis né en 74. J'ai été élevé avec du Albator, avec du Goldorak, tu vois. Mais va regarder, et Albator, il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Tu vois, le message d'Albator, Capitaine Flamme, Il était une fois l'espace, le dernier épisode de Il était une fois l'espace, c'est un message d'une grande qualité spirituelle. On a été nourris, tu vois, par quelque chose, avec un idéal, tu vois. Ken le survivant. Moi, c'est mon Ken truc. le survivant, voilà, voilà. Voilà, on avait des modèles, tu vois, d'hommes. On avait Rocky, Rocky. magnifique Rocky. Regardez Rocky, c'est magnifique, tu vois. Moi, je suis fan, hein, le Rocky 1 et 2, je suis super fan. Extraordinaire. 1 surtout, mais Le 1, mais il est magnifique, magnifique. Donc, on a été nourris de tout ça. Mais les nouvelles générations, elles étaient nourries de quoi? Avec des dessins animés faits en 3D, avec ni queue ni tête, tu vois? Avec Bob une l'éponge. musique, hein? Bob Bob l'éponge. l'éponge, voilà. Et puis même au niveau musical, on a eu, tu vois, il y avait encore l'influence des années 70 avec les Floyd, avec des gens, tu vois, qui avaient quelque chose entre les tripes. Téléphone, tu vois, Jean-Louis Aubert, attends, juste une illusion, c'est, tu vois, avec des textes qui te fabuleux. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je dis, vous avez, toi, parce que t'as quel âge, François? Ouais, 33. Voilà, 33. Ah, l'âge du Christ. L'âge du Christ. Ah, ta résurrection arrive, ta Voilà, résurrection intérieure. 7 Mais jours. vous avez un mérite, vous avez encore plus de mérite que nous à l'époque, parce que nous, on baignait dans cette ambiance. Et moi, je vous dis respect, quoi. Donc, Et mon idée, c'est d'essayer de transmettre, tu vois, aux nouvelles générations de naturaux quelque chose que j'ai peut-être capté, pour que le flambeau, voilà, perdure. Parce que dans les écoles, il y a plus ça, c'est plus possible en fait, tu vois? Ils peuvent pas, mais je leur en veux pas, ils peuvent pas tenir certains discours parce qu'ils perdraient, beaucoup d'argent. Ils seraient plus accrédités, ils seraient plus, pris en charge par les fonds de formation, ils seraient plus, tu vois? Tu aurais plus les pris en charge NPE, ça serait plus compatible système, quoi. Mais si tu veux, comme disait, je t'ai dit un jour ce que quand j'avais croisé Robert Masson, non? non, vas-y, dis. Robert Masson, pour moi, c'est un grand, grand naturopathe, tu vois? C'est un grand monsieur.
Et c'était à l'époque, c'était dans une pharmacie dans le 8e arrondissement, pharmacie du Faubourg. Et je le croise à l'époque, je faisais du commercial pour un labo et je le vois, tu vois, il était là. Et je lui dis: «Bonjour monsieur Masson» et cetera. Je lui dis que voilà, que, bah, moi je suis pas trop pour la reconnaissance de la naturo et que si Marchesso était vivant, il aurait probablement dit: «Vouloir être reconnu par un système qui est dans l'erreur, c'est soi-même accepter de se mettre dans l'erreur pour en être reconnu». Et là, Robert, il me regarde, tu vois, j'avais 24 ans et il me fait, avec ses petits yeux perçants, il me fait: «Jeune homme, vous n'avez pas pu connaître Marchesso, vu votre jeune âge, mais vous en avez saisi son esprit. Je vous félicite». Et pour ceux et celles qui ont connu Robert, que Robert félicite quelqu'un, ça fait partie, tu vois, vraiment de l'exception de l'exception. Et dans le même style, tu vois, il y a les petites revues de la vie claire d'Henri-Charles Geoffroy, qui est le fondateur de la vie claire. Et en fait, dans ces revues, tu avais marqué toujours au-dessus une phrase de Gandhi qui est: «Ce n'est pas parce que l'erreur se répand qu'elle devient vérité». Tu vois? Donc c'est pas parce qu'on vit dans un monde de fous où tout est inversé qu'on a tort. C'est pas parce que tout le monde prend une direction, mortifère qu'on a tort. Non, c'est juste qu'on a fait des choix courageux de se mettre au service de la vie, tu vois? Et nous, notre génération, justement, qui sommes entièrement dans cette matrice et qui n'avons même pas conscience de l'être, pour rebondir sur ce que tu disais, on a vraiment toujours, cette information quotidienne, qui vient nourrir nos étages inférieurs spirituels finalement et animal, spirituel et basique. Mais on n'a jamais cherché spécialement à nous, notre génération, à comme on verrait dans d'autres, pays, comme on a peut-être en Inde ou autre, à élever cet aspect spirituel, ce Mmh, corps spirituel qui finalement mmh. fait qu'on a un cap dans notre vie. Ouais. On a un cap et qu'on choisit un chemin qui nous rend heureux finalement. Enfin, Mmh. c'est ça Bah, c'est-à-dire que l'accès à ce type de connaissances est devenu extrêmement dur et c'est un petit peu mon cheval de pas mon mais mon bâton de pèlerin d'essayer, je dirais de remettre tu vois, le clocher au milieu du village et d'influencer le milieu naturel pour dire: «Attention, il y a autre chose». Moi, je suis juste là, si tu veux, pour ceux et celles, j'ai envie de dire, qui ont soif d'autre chose. Alors, je ne me prétends pas du tout d'être un guide ou un maître spirituel, hein, d'accord? Je suis, Jean-Philippe de la Monica, juste, on va dire peut-être plus comme un grand frère, tu vois? Voilà, qui essaie de transmettre quelque chose. J'essaie vraiment, tu vois, je me vois plus comme ça qu'autre chose, comme un accompagnateur pour essayer de faire émerger quelque chose. Je prétends pas détenir la vérité, hein. C'est juste que, par contre, oui, je dis, j'ai 25 années, 27 années maintenant d'expérience, de chemin où, j'ai toujours tenu la barre de ma vie, malgré, tout ce qui a pu se passer, les tempêtes et cetera et j'ai toujours gardé le cap de cet idéal. Voilà. Donc ouais, j'ai une petite expérience quand même, tu vois, de navigation. J'aime bien l'image de la mer, tu vois? Parce que c'est un chemin initiatique en fait, hein. On peut passer sa vie à la périphérie de soi-même. Un naturopathe peut passer sa vie à rester dans la technique, tu vois? À conseiller des compotes de pommes et faire des réglages alimentaires et conseiller des compléments alimentaires. OK. Marchesso disait: «Le naturopathe est un éducateur de santé et un éveilleur spirituel». Tu vois? Et je crois que cette notion-là, aujourd'hui, elle est en train de ressurgir parce qu'on voit bien qu'il manque quelque chose, quoi. le cap, le fameux cap spirituel. Ouais, ouais, Il y a la il y a quelque direction. chose qui on a un point commun, c'est qu'on aime lire, on a la curiosité d'aller chercher ce que nos Mmh, aînés disaient dans les livres et les aînés surtout oubliés et on a cette curiosité-là et mmh, j'aimerais savoir si tu aurais des conseils à donner justement avec cet esprit éveillé, à mmh. tous les naturopathes en herbe qui nous regardent justement, par rapport à cet esprit, Ouais, d'éveil? ouais, ouais. Ouais, ça me donne la chair de poule, là, tes questions, là. Bah, tu vois, la première chose qui me vient, c'est, reconnectez-vous aux enseignements des Esséniens. Alors pas des Esséniens, il y en a là qui se disent, Esséniens modernes et cetera, non. Les ouvrages, d'Edmond Bordos-Bekele, Vivre en harmonie avec l'univers. Il y a aussi alors sur ma chaîne YouTube, je fais une petite pub, mais sur ma deuxième vidéo sur l'historique de la naturopathie, aux sources de la naturopathie, j'ai mis, je crois, c'est à 30 ou à 40 minutes, un texte des Esséniens qui est lu, qui reprend la révélation d'Enoch, et cetera. Parce qu'en fait, quand on remonte dans le temps, si tu veux, les racines de la naturopathie, je dirais nos grands frères, ce sont les Esséniens, voilà, qui ont vécu. Alors les Esséniens, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent,
C'est environ 300 ans avant Jésus-Christ. On est en Palestine par là. Et en fait, on peut dire, à l'époque, on parlait de secte, mais c'est pas comme secte on l'entend aujourd'hui. Tu vois, c'est un mouvement spirituel juif je dirais très connecté et qui vivait d'une manière extrêmement pieuse. Voilà, ils pratiquaient la permaculture, ils avaient développé des capacités de guérison. Voilà, donc intéressez-vous aux Esséniens à travers les ouvrages d'Edmond Bordos-Vékelly. Ils ne sont pas forcément faciles à trouver. Et puis aussi à travers les ouvrages d'Anne et Daniel Meroy-Givaudan. C'est une autre approche de mémoire d'Esséniens. Voilà, là, on a vraiment une source, tu vois, intéressante de méditation et d'enseignement. Après, plus proche de nous, en fait, je vais me référer, pour répondre à ta question, aux sources de Marcheseau, parce que Marcheseau ne parlait jamais tellement de ses sources. Il a fait sa synthèse, mais… Donc, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'au début du 19e siècle, tu vois, entre 1880 et Première Guerre mondiale, en Europe, il y a eu une effervescence de développement de mouvements spiritualistes qui touchaient plutôt la haute société, hein. C'était plutôt la haute société qui était là-dedans. Il y avait encore des nobles, beaucoup de nobles, la bourgeoisie. Et on a eu en fait 3 grands courants. On a eu un courant qui vient de Bulgarie avec Peter Denov. Donc Peter Denov, c'est le fils d'un pope orthodoxe bulgare. Il faut savoir que la région de Bulgarie où il est né, les Balkans, en fait, c'est vraiment le berceau, si tu veux, de la spiritualité occidentale. C'est peu connu, mais dans l'Antiquité, beaucoup de grands mouvements spirituels sont partis de là. C'est ce qui a après alimenté, les Bogomiles sont partis de là. Les Bogomiles, c'est après ce qui a influencé ce qui a fait le mouvement des Cathares, tu vois. Donc une foi très vivante, je dirais, très authentique. Donc on a Peter Denov qui a lancé son mouvement. En parallèle, il y avait Blavatsky pour les enseignements d'Orient, qui nous a ramené des enseignements tibétains, l'influence du bouddhisme. Et puis, bien sûr, Rudolf Steiner, père de l'anthroposophie. Alors, tous ces mouvements, bien évidemment, selon comment on les voit, un zététiste, un matérialiste va dire que ce sont des sectes, ce sont des mouvements ésotériques, blablabla, blablabla, sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Ok, c'est leur choix. Moi, je le respecte. Je leur demande juste de me respecter dans mes croyances que oui, il y a quelque chose derrière. Voilà. Et en fait, si tu veux, ces 3 grands mouvements ont influencé très profondément la pensée de l'époque. Et Marcheseau, quand on regarde ses livrets, quand il parle de l'origine de l'humanité, de quoi, etc., on retrouve en fait un mix. Tu vois, il a fait un peu sa sauce de tout ça. Voilà. Donc, moi, j'encourage les jeunes natios à s'intéresser. Après, c'est complexe, hein. C'est pas évident à lire. Steiner, c'est compliqué. Steiner, tu vois, ça s'étudie. Peter Denov, c'est déjà plus facile. Après, il y a le disciple de Peter Denov qui est Omram Mikhail Ivanov, qui a influencé quand même beaucoup de naturopathes, qui est quand même très présent pour la spiritualité occidentale, qui est beaucoup plus accessible aussi. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez facile à lire. Voilà, en gros. Et si, un ouvrage clé à comprendre, pour comprendre, c'est la clé essentielle d'Ivanov, pour comprendre la structure énergétique spirituelle de l'être humain. Voilà. Après, si tu veux, c'est vraiment le chemin de chacun. C'est que c'est un domaine dans lequel on ne peut pas imposer, tu vois. C'est vraiment avec son cœur que l'on vit les choses et qu'on avance ou qu'on ralentit, qu'on fait marche arrière. C'est des chemins qui sont vraiment personnels, vraiment, vraiment, tu vois. Mmh. Et Steiner est en open source, donc aucune excuse si vous voulez les trouver sur Internet. Ah Vous ouais? avez juste à taper Steiner PDF et tout est en open source. Eh bien, tu vois, je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Alors, si on parle de Steiner, il y a un bouquin essentiel pour comprendre son enseignement, c'est La chute des esprits des ténèbres. D'accord. La chute des esprits des ténèbres, c'est des conférences qu'il a fait entre 1914 et 1917. C'est pas drôle du tout à lire. C'est compliqué à comprendre. D'ailleurs, je travaille actuellement dessus pour en faire une synthèse, tu vois. Et ça parle vraiment de la période que l'on vit. Il faut savoir que Steiner, c'était à la fois un médium spiritualiste qui a, on peut dire, prophétisé certaines choses. Il nous a quand même parlé de la vache folle. Et puis, il nous a parlé d'autres choses, voilà, qui sont des sujets délicats. Mais il nous a parlé de notre époque et du sens que ça avait aussi, tu vois. Il nous a dit que l'humanité allait vers… d'un côté, si tu veux, en fait, il y a une humanité qui est en train d'involuer dans la matière. Voilà. C'est qu'en fait, la quête spirituelle, il faut penser que l'incarnation est une quête spirituelle. Et certains
se tournent vers la matière pour essayer de trouver la vérité dans la matière. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Et d'autres cherchent la vérité dans la vie intérieure, dans la spiritualité, dans la reconnexion à quelque chose de plus grand. Ces deux démarches sont identiques, mais opposées. Donc en fait, le matérialiste, sans le savoir, il est dans une quête spirituelle, mais inversée. Tu vois le truc? D'involution. Sauf que c'est involutif. Voilà. Et il est en train de s'identifier à la matière. Les hindous parlent qu'on est dans le Kali Yuga et qu'on va bientôt en sortir. Ce sont des cycles. En fait, l'humanité, si tu veux, vit des cycles en spirale. Parce que souvent, on fait l'erreur, on voit le temps de manière linéaire. Non, c'est des spirales, tu vois. Et on n'arrête pas de revivre les mêmes choses, mais avec un décor différent. C'est un peu comme un grand jeu, si tu veux, comme un Mario Bros, tu vois, ou tu sais, les jeux de Street Fighter, tout ça, là. Tu changes de petit bonhomme, tu passes de Ken à Ryu. Tu connais Street Fighter? Ouais, Street Fighter, ma génération. Ça. Voilà, on aura peut-être l'occasion de se faire une partie, un de ces quatre. Je prendrai Blanca. C'est vrai que j'adorais aussi. Eh bien, tu vois, tu changes de bonhomme, mais en fait, le fonctionnement du jeu, il est le même. D'accord? Eh bien, c'est un petit peu ça, les jeux de l'incarnation. Et aujourd'hui, on est dans une période très, très particulière, c'est qu'on est dans la grande finale de l'humanité. Tu vois? On est dans une grande finale où les âmes ont des choix à faire, qui est soit de se scotcher dans la matière, c'est un choix, ok, par le transhumanisme, parce qu'une fois que tu vas être transhumanisé, hein, pour ceux qui nous regardent, bon, penchez-vous sur le transhumanisme, c'est quand même un projet de gens qui sont quand même un petit peu puissants dans le monde matériel, d'accord, parce qu'ils n'ont pas la puissance dans le monde spirituel. C'est dans le monde matériel. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse de ce que tu Ouais. dis, ceux qui sont justement à la tête de cette discipline, de cette volonté de transhumanisme, du coup dans la Silicon Valley, mettent eux-mêmes leurs enfants dans des écoles Steiner. C'est ça qui Tout est à fait. fondamental. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'ils créent des technologies pour les autres, et ces technologies, ils ne les utilisent pas pour leurs enfants. Pas de téléphone portable, pas d'ordinateur qui nuit au développement cérébral, etc. Donc, il y a vraiment une entreprise de dire, OK, on crée des technos qui vont fabriquer des débiles, et nous et notre progéniture, on se protège. Et par contre, on met nos enfants dans des écoles qui vont nous permettre de développer, etc. Donc, oui, c'est une forme de sécession, si tu veux. En fait, et il en a très bien parlé, Steiner, c'est que l'humanité est en train de se scinder en deux, en fait. Avec une humanité qui donne tout pouvoir à la matière et une autre qui va chercher à respiritualiser sa vie. Et tu vois, on le voit, qu'il y a quelque chose, les mouvements des colibris, les mouvements de la permaculture, le mouvement de la décroissance, tu vois, et on est au début du commencement. Et ce que nous disait Steiner, c'est qu'à un moment donné, en fait, en quelques générations, ça va donner deux espèces différentes qui vont cohabiter sur Terre. C'est possible. Mais aussi, c'est possible que ça ne se passe pas comme ça, parce que je crois que rien n'est figé, si tu veux. Tu vois. Steiner, il a vu ça en 1920. En fait, ça m'arrive de voir ce que j'appelle les courbes temporelles, c'est-à-dire qu'en fonction des éléments qu'on a dans le présent, on peut percevoir, en état modifié de conscience, des formes de courbes temporelles de projection, tu vois, du futur. Mais ça bouge en permanence de ce que l'on fait. Et il y a le facteur à la marge, tu vois, qui fait que à la marge, un individu peut changer l'ensemble de la matrice. Et ça, le système ne peut pas le maîtriser, tu vois. Donc là, il y a une tentative, tu vois, vraiment de contrôle de l'être humain. Sauf que, à la marge, des individus, je dirais, hors normes, tu vois, qui peuvent changer l'ensemble. Et ça passe par l'éveil du cœur, ça passe pas par l'intellect. Tu vois. On est un petit peu dans le mythe de la caverne quand même, avec une majorité de gens qui sont encore Ouais, dans ce monde des ombres, avec justement ouais. cette spiritualité inférieure, et cette petite minorité qui en sortent tant bien que mal et qui en souffrent même et qui finalement voient la lumière à la fin. Bah, c'est vrai que je comprends que pour beaucoup, ça soit une souffrance. Je comprends beaucoup, surtout pour les jeunes, tu vois. Moi, je vois souvent, j'entends des jeunes qui sont bien éveillés qui me disent: «Non, mais moi, faire des enfants aujourd'hui, c'est hors de question». Mais alors, si les gens je m'adresse à tous les jeunes qui peuvent nous regarder, parce que moi, tu vois, quand je fais ma chaîne YouTube, j'ai vu la moyenne d'âge touche du 50-65 ans. Parce que je n'ai pas les codes, tu vois, voilà, je suis lent, tout ça, et je les aurai pas de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça. Mais si vous arrêtez de faire des enfants et que vous êtes conscient et éveillé, ça veut dire qu'en fait, les plus conscients arrêtent de faire des enfants. Tu sais, il y a un film qui s'appelle Idiocratie, je ne sais pas si tu le connais. Ouais, ouais, si, oui. Voilà, donc en fait, ça veut dire que potentiellement, on laisse que les idiots se reproduire.
Mais Et, c'est l'inverse. Si tu es conscient de tout ça, fais des enfants pour transmettre, pour éveiller, pour les et, éduquer. et ce film, finalement, nous pousse pas du tout à l'eugénisme parce c'est plutôt positif comme message. Nous sommes plutôt dans une idée de les gens, justement, qui sont éveillés, qui ont cette spiritualité, allez-y, reproduisez-vous. Et ça Ben reprend oui. un peu le message de Georges, comment il s'appelle ouais, Georges Rouet. Georges Rouet, dans son livre, euh, attends, c'est quoi Élever des. Enfin, j'ai plus son nom. C'est Je connais pas. c'est un livre en fait où il élève des chevaux et à côté de ça, il montre. C'est un docteur Georges Rouet, du coup, balèze, musculation, 1900, Mmh. sacrée personne. Et il élevait des chevaux en parallèle. Et il se rendait compte qu'en élevant des chevaux et en les élevant, il pouvait faire la même chose avec des hommes, mais aussi bien d'un point de vue musculaire que d'un point de vue vitalisme et d'un point de vue aussi euh, intellectuel et autres. Et il voulait montrer une démarche euh, non eugéniste, justement, de l'homme, que l'homme actuellement est dans une dégénérescence totale, que ce soit d'un point de Mmh. vue physique ou spirituel, et que Mmh. lui, il voulait amener l'homme à faire l'inverse, finalement, à Mmh. l'élever, l'amener vers le haut. Mmh. Mais toi, tu es plus sur le côté spirituel et lui était plus sur le côté spirituel et physique, mais plus physique. Mmh. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la foi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une compréhension, en fait, une compréhension, une connexion à avoir, qui se développe, que le monde matériel n'est que la partie, en fait, immergée de l'iceberg, tu vois? En fait, tu vois, quand je parle de l'être humain, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup, c'est imagine, tu vois, l'être humain, tu es la partie, ce que l'on voit, tu vois, de nous. Donc là, on voit quoi? On voit notre corps physique, et puis on voit aussi notre corps mental à travers ce qu'on exprime, et puis un petit peu nos émotions. Et tous ces corps-là, en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg qui sort de l'eau. Sauf qu'il y a toute la partie qui est sous l'eau. Mais quand tu regardes l'iceberg, c'est quoi? C'est de l'eau. Donc l'iceberg, c'est aussi l'eau qui est dans l'océan. Mais cette eau qui est dans l'océan, c'est aussi l'eau qui est dans les nuages, qui est dans les rivières. Et cette eau, c'est quoi? C'est H2O. Donc la question, c'est qui sommes-nous? Est-ce qu'on est la partie qui sort de l'iceberg? Est-ce qu'on est la partie qui est sous la ligne de flottaison? Est-ce qu'on est aussi l'eau de l'océan? Mais cette eau qui est dans l'océan, c'est aussi l'eau des nuages qui est sur Terre. Est-ce qu'on est dans cette molécule H2O? L'hydrogène, l'oxygène? Et quand on regarde au niveau moléculaire, c'est que du vide, en fait, l'atome. Le noyau, c'est mon point, la première couche d'électrons, elle est à 2 kilomètres. La dernière, elle est à 8 kilomètres. Et c'est une petite bille qui tourne très vite. Donc, qui sommes-nous là-dedans, tu vois? Non, mais oui. Voilà, et c'est ce type de questions qui nous emmène à voir qu'il y a autre chose et que nous ne sommes pas ce corps physique, nous ne sommes pas ces pensées, nous ne sommes pas ces émotions, nous ne sommes pas ces sensations. Tu vois? Nous sommes plus que ça. Si je te coupe les 2 bras, les 2 jambes, je vais pas le faire, hein, je te rassure. Sinon jamais tu viendras me voir dans le Lot. Mais tu es toujours François, tu vois? Et la conscience d'être François quand tu as été François à l'âge de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois ce que je veux dire? Elle est toujours là. Et pourtant tu changes physiquement. Donc tu n'es pas ces pensées. Et c'est ça le truc, c'est de se défusionner de toute cette nature inférieure pour prendre conscience que nous sommes une conscience qui habitons la matière. Et d'ailleurs, quand on regarde les écrits, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a toujours une notion spirituelle de croyance et de vouloir justement muscler ce corps supérieur qui est le corps du coup, spirituel, Mmh. avec la prière, avec peu importe sa croyance finalement, des moments de méditation, des choses comme ça, des choses que l'on fait plus. Plutôt que muscler, je dirais plus se mettre dans une condition pour accueillir, en fait. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, la naturopathie telle que Marchesso nous l'a enseignée, c'est en fait et moi, je vais te dire, quand j'ai découvert tout ça, j'étais complètement athée, complètement matérialiste, d'accord? Donc je sais pour ça, je connais, tu vois, l'envers du décor. Je connais ce type de raisonnement qui peut y avoir et c'est en fait par le changement d'hygiène de vie, par le changement alimentaire, le changement de pratique, qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. C'est-à-dire que limite, on n'a même pas besoin de parler de spiritualité, on a le rôle du naturopathe, enfin si, mais tu vois, au niveau physique, le naturopathe, c'est de remettre, tu vois, les différents corps inférieurs dans des bonnes conditions pour accueillir les fréquences du corps supérieur.
et à un moment donné, de passer à l'information, voilà, il y a une autre réalité, vous avez une autre partie de vous-même, un peu comme dans Matrix, tu vois, ou dans Avatar. Moi, j'aime beaucoup le film Avatar. Tu vois. Nous sommes les avatars de notre conscience. Et c'est intéressant parce que ça nous remet aussi à une juste place, tu vois, avec notre petit jeu égotique, tu vois. On n'est rien, en fait, tu vois, les gars. On arrête. On est des Mario Bros, d'accord? On est des Mario Bros, ok? Donc, arrêtons de nous prendre au sérieux, d'accord? Tu vois. Pour les matérialistes, j'ai une étude qui est assez intéressante. C'est qu'on s'est rendu compte chez des gens qui priaient que tous les neurotransmetteurs, du coup, comme la sérotonine montaient, la dopamine montait. On se retrouvait aussi avec des hormones qui baissaient, comme le cortisol. Donc, on Mm, avait des actions physiologiques qui se mm, répercutaient sur une action finalement spirituelle, d'où la mm, théorie finalement des bien corps sûr. qui s'imbriquent. Complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais on peut dire l'objectif, ça serait de développer un état de conscience supérieur, de stabilité mentale et émotionnelle, en fait, parce qu'on sait que notre corps est en interdépendance complète, en permanence, avec nos pensées et nos émotions. Mais nos pensées et nos émotions dépendent en fait de cette connexion, si tu veux, avec cet état de conscience supérieur. Heu et quand on est dans cet état de conscience supérieur, ben, on a une forme d'homéostasie optimisée, tu vois? Et là, je dirais limite, ben, ce que l'on met dans l'assiette est secondaire, tu vois? Absolument. Là, mais tant qu'on n'a pas fait cette démarche, on a besoin de travailler sur la matière. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, tous les naturaux, ils sont là, alors surtout les nanas, je suis désolé les filles, mais c'est rigolo, elles sont là en train de ça, tu sais, leur petite recette magique, de beauté, mais t'inquiète pas, un jour, tu seras vieille et ridée et ta beauté, si tu as pas développé une beauté dans ton âme, tu vois, ta beauté physique que tu as eue par ta génétique où tu as aucun mérite, d'accord? Ça, il faut bien le voir parce qu'on a tu vois, on a aucun mérite. Moi, je fais 1,92 m, j'ai rien fait pour, tu vois? J'ai la gueule que j'ai rien fait pour, tu vois? Mais par contre, avec le temps, c'est notre âme qui s'exprime. Et souvent, tu vois, comme on est dans un monde hyper matérialiste, tu as des personnes, hommes ou femmes, et c'est souvent plus chez les femmes que ça, on voit ça, des femmes très belles quand elles sont jeunes. Mais comme elles sont belles et que tu sais que bah, une belle femme, tous les hommes se retournent sur elle. C'est facile, tu vois, on lui paye les coups à boire dans les boîtes et tout, tu vois, c'est easy en fait, les portes s'ouvrent facilement. Tu prends deux femmes qui ont les mêmes compétences, une qui est belle, une qui est quelconque, eh ben, il y a un job, c'est celle qui est plus belle qui va l'avoir. Mais celle qui est quelconque, elle va être obligée de développer une force d'âme, des qualités supérieures. Et quand tu les revois, et moi je l'ai vu ça, hein, tu vois, parce que j'ai grandi, j'ai resté pendant longtemps au même endroit, quand tu les revois à 40 balais, celle qui était très belle, ou tu sais, la belle fille du lycée ou du collège, tout le monde était accro, mais elle a développé aucune, tu vois, aucune lumière intérieure. Oh, oh là 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 là. Et par contre, celle qui était quelconque, elle a développé quelque chose et tu la vois à 40 ans, elle est magnifique, tu vois ça? Elle Et ben rayonne. ça, elle rayonne, c'est ça. Et ben ce rayonnement de l'âme, tu vois, il se fait avec le temps. Ouais. Non, mais effectivement, et je reviens à une notion de l'état d'énervation que l'on peut voir dans notre société. Donc là, on Mmh. parle finalement de cet étage inférieur, spirituel, entre guillemets, et animal, et basique et corporel. Nous sommes dans une génération et dans une période où on est avec nos téléphones tout le temps Mmh. sursollicités, avec des jobs Mmh. qui sont très sursollicitants Mmh. intellectuellement parlant, la Mmh. télé, les lumières, et même maintenant l'ensemble des Wi-Fi, donc cette Mmh. influence électromagnétique sur notre état Mmh. d'énervation complet. Et finalement, nous avons plus l'énergie, ou nous avons coupé justement, nous avons plus la possibilité de s'ouvrir, comme tu dis, Mmh. et de prendre le temps d'avoir cette Mmh. contemplation Mmh. spirituelle. J'ai envie ouais, j'ai envie de dire, en fait, dans mes perceptions, c'est pire que ça et ça, je le vis très fort, tu vois? Quand les dernières fois où je suis allé sur Paris, je dormais à l'hôtel, je ne pouvais pas dormir. J'arrivais pas à dormir profondément parce que, wifi, pollution et cetera. Bon, moi ici, dans le Lot, je vis dans une maison avec l'électricité qui est blindée, en bois. On est sur le Causse, tu vois? Donc, c'est, des kilomètres de roche-mère et on a un sommeil qui est hyper profond, tu vois? La pensée s'apaise et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la civilisation, à la ville, on est comme attaqué au niveau énergétique et en fait, on s'en rend pas compte, mais on dépense une énergie folle pour maintenir une homéostasie parce que énergétiquement, un, on n'est pas nourri, donc on est dans un environnement qui est dévitalogène, qui est dévitalisant, pardon, et 2, notre corps
le peu d'énergie qu'on a, il lutte. Tu vois, il lutte en permanence contre toutes ces ondes, toute cette pollution. Mais en plus, comme on est accro au téléphone portable, à l'internet, à toutes ces choses-là, ça crée une surstimulation au niveau du système nerveux. Et ça, moi, je le vois, les gens qui viennent ici, je leur dis, vous coupez le téléphone. En 3 jours, ils changent. Tu vois. Et ce que je fais chez moi, là, quand les gens viennent, c'est des cures de détox numérique, en fait. Tu vois. Je leur dis, stop, vous arrêtez. Les réseaux sociaux, tout ça, tu vois, stop. Alors, Et, c'est pas évident pour beaucoup, hein. et pour les cartésiens, du coup, je voudrais revenir à les lois physiques de l'atome, et ça va rejoindre notre conversation. Les lois physiques de l'atome sont magnétiques, électriques, Mmh, lumineux et mmh. chaleur. Et finalement, il Ouais. faut toujours un entre-deux pour que chaque atome du vivant puisse Mmh, évoluer et fonctionner, s'adapter avec ce processus d'homéostasie. Et quand ouais. on est en ville, finalement, le processus magnétique est perturbé totalement parce qu'on n'est plus rattaché à la Terre comme on devrait l'être. Mmh, On a un toit au-dessus de la tête et on a cette perturbation électromagnétique de nos mmh, appareils. La perturbation électrique, nous sommes dans des grosses cages de Faraday dans nos immeubles, mmh, sauf pour ceux qui ont la chance de vivre encore dans de la pierre et autres, et encore. mmh, Au niveau chaleur, ça va, et au niveau luminosité, nos cycles circadiens sont complètement bouleversés du soir au mmh, matin avec toute cette lumière. Voilà. Et donc, nous sommes, enfin là, j'ai rattaché d'un côté cartésien ce qu'on disait, mmh, mais nous sommes totalement bouleversés et on perturbe cette adaptation avec des taux de cortisol et mmh. un stress et une fatigue, quoi, totale. Et alors, je vais faire le lien avec la science initiatique spirituelle, de ce que tu viens de dire. Tu as parlé de lumière, tu as parlé de chaleur, tu as parlé de Magnétisme, magnétisme et tu as parlé de électricité. électricité. Alors, la lumière, ça correspond au plan mental. C'est-à-dire que l'idéal au niveau spirituel du mental supérieur, c'est d'avoir un mental lumineux. Si tu as un mental qui est ténébreux, si tu as des nuages, tu vois, si c'est la tempête, tu ne peux pas bien percevoir les choses. Donc l'idéal du mental supérieur, c'est la lumière qui apporte la sagesse, la lumière de la connaissance. Ça, c'est l'idéal du mental supérieur. Marchesso parle du mental inférieur et du mental supérieur. Après, tu as l'idéal du cœur, le chakra du cœur. Tu sais que le chakra du cœur, le cœur émet un champ électromagnétique qui peut être 1000 fois supérieur au cerveau. C'est l'énergie du cœur. Et moi, je l'ai testé en stage. Ouais, bon, je fais différents stages et je fais aussi des stages santé-retraite. Et dernier stage, j'ai travaillé sur l'énergie du cœur. Tu vois, c'était des couples que j'avais, des couples qui étaient à la retraite et je leur ai fait faire un petit exercice tout simple, hein. Je les ai fait mettre dans la salle 2 par 2, donc en couple, et je leur ai mis 4 chansons. La première, c'était, je ne sais plus dans l'ordre, mais il y a eu une chanson de Brel, Ne me quitte pas, il y a eu une chanson de comment il s'appelle, de Claude François, comme d'habitude. J'ai mis aussi Chimée, tu sais, Belmondo, et puis j'ai mis encore une autre chanson. Et en fait, ça les a complètement ouverts au niveau du chakra du cœur. Et après, quand on a fait le tour de table, bon, bah, tout le monde pleurait. Mais moi, mon chakra du cœur, il s'est ouvert. Et oui, je pleurais, tu vois, de bonheur. Et on a vraiment échangé tous cette énergie d'amour. C'est-à-dire qu'il faut penser que ici, au niveau du cœur, ça peut s'ouvrir, ça se met à rayonner, tu vois, et tu as une intensité. Et tu te sens la connecter, tu sens la connexion avec tout l'univers. C'est qu'en fait, on est des atrophiés au niveau du cœur. L'idéal du cœur, c'est la chaleur, c'est l'amour. Tu vois. Et en fait, ça fonctionne quand on échange de l'amour. Je ne te parle pas de l'amour sexualité, d'accord, hein. Je parle de l'amour avec un grand A. Et Einstein disait, la force forte de toutes les forces, c'est l'amour universel. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que ce qui sous-tend, tu vois, ce qui tient en fait tout ce système qu'on appelle la vie, l'univers, c'est en fait l'amour. Et nous-mêmes, quand on ouvre notre chakra du cœur, on se connecte. Et là, tu reçois toutes les informations. Donc, lumière du mental, chaleur de l'amour. Après, au niveau du corps vital, c'est ce que tu as dit, c'est le magnétisme. Donc, tu vois, quand le corps vital, éthérique, est bien dense au niveau magnétique, d'accord, c'est son idéal. Et après, tu as au niveau matière, eh ben, un bon échange au niveau des électrons, au niveau physique. Tu vois. Donc, ça, je te fais la décomposition, tu vois, d'un point de vue spirituel. C'est ça qui est On génial. parle de la même chose, en fait, tu vois, mais avec une compréhension différente. Deux plans de compréhension qui sont côte à côte et pas opposables finalement. Exactement, les choses ne sont pas opposables. Le matérialisme n'est pas opposable à la spiritualité. Ce qui est dommage, c'est que les matérialistes, en fait, devraient juste avoir l'humilité de se dire, il y a d'autres personnes qui ont d'autres moyens de compréhension, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a eu des spiritualistes contre avec des matérialistes, ça a fait des choses superbes, tu vois.
Je me permets de te couper un peu, je suis désolé. Nous arrivons à un peu moins d'une heure à peu près, et comme il faut que je mette la vidéo sur Instagram, et pour que ça fasse un format moins d'une heure, c'est dommage qu'on a tellement de choses à dire, et je pense que je te réinviterai pour parler de tout ça, parce qu'on pourrait encore en parler des heures et avancer Et sur le là, on sujet. peut continuer toute la nuit si tu veux, hein. Ah oui. Et comme il me reste une minute, je voudrais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller en 2 minutes maximum pour rester dans le format et à nos amis en face, justement, à nos amis naturaux ou Ouais, autres? parce que, en fait, ouais, il n'y a qu'une chose à dire, aimer. Aimez, nourrissez votre cœur, écoutez votre cœur, mettez votre ego et votre intellect de côté, votre petit jeu. Heu, L'autodérision, vous prenez pas trop au sérieux non plus, d'accord? La vie, c'est aussi un jeu, faut pas l'oublier, hein. On n'est que de passage, hein. Et la chose la plus importante, c'est l'amour qu'on peut échanger, qu'on peut transmettre, qu'on peut éveiller. Je crois que le naturopathe, c'est avant tout un éveilleur d'amour. Voilà, donc surtout aujourd'hui, aimer, 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 c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment la conclusion, moi de 25 ans, 27 ans, c'est une seule chose est importante, c'est l'amour, en fait. Voilà. Et moi, je rajouterais qu'en bas, en commentaire, on va mettre en description, là, vous pouvez trouver Jean-Philippe, vous pouvez trouver ses stages, ses formations, ce qu'il propose, son réseau social, ses réseaux sociaux, son canal YouTube, et vous trouverez tout juste là. Voilà. Je voulais te remercier, Jean-Philippe, et je pense qu'on aura l'occasion de faire une deuxième vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire, et tu fais partie des profs qui m'ont vraiment influencé pour comprendre cette pierre angulaire du vitalisme dans la Bah, naturopathie. écoute, c'est avec grand plaisir, mais moi, ce que je te propose, c'est, quand tu pourras, alors, on sait qu'au niveau personnel, tu as des grands changements, mais de venir et de se faire une vidéo, chez moi, dans le Lot. Je t'invite, Eh ben, heu, avec grand plaisir, voilà, avec grand, grand plaisir. La prochaine vidéo, on le fera dans le Lot, dans les bains froids à côté de chez toi. exactement. Merci François. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.